effectivement, on va s'intéresser à ces réactions. Parfois divisées en France. On vient d'entendre Jean-Noël Barrot. C'était pas tout à fait le même message que faisait passer hier soir Emmanuel Macron. Arlette Chabot, notre éditorialiste politique, nous a rejoint. Bonjour. Arlette. Réaction très tardive déjà du chef de l'État, qui a salué l'arrestation de Nicolás Maduro, mais sans dénoncer à aucun moment la violation par les États-Unis du droit international. Voilà ce qu'il dit. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Maduro et ne peut que s'en réjouir. En s'emparant du pouvoir et en bafouant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a gravement porté atteinte à la dignité de son propre peuple. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer rapidement cette transition. Point final. Pas un mot sur le droit international. Il a délégué ça, le président, au Quai d'Orsay, mais forcément la portée est moindre. Oui, on a attendu, effectivement, vous l'avez dit, assez longtemps. Hein, la réaction du Quai d'Orsay était dans les temps, si je puis dire, et 19h30 pour que l'Élysée publie ce message du président de la République. Bon, on a compris, il y a un président de la République, Emmanuel Macron, qui veut ménager toujours Donald Trump, avec un souci sûrement, c'est l'Ukraine. Il y a une réunion des volontaires, des pays volontaires qui pourraient participer à la sécurisation, je vais le dire comme ça, d'un cessez-le-feu qui se réunit donc dans les... Après-demain. Après-demain. Oui, à Paris. Donc le président a besoin effectivement qu'il n'y ait pas de veto, qui est plutôt... une attitude bienveillante de la part des États-Unis. Donc il y a une volonté du président de ne pas fâcher Donald Trump. Cela dit, ça donne le sentiment qu'il y a deux positions en France. Il y en a la vraie position de la France est exprimée sans doute par le Quai d'Orsay, et la position personnelle du président de la République avec effectivement cette intention. Et ce qui est un peu troublant, c'est que dans tous les partis politiques, pour une fois, on trouve la même attitude pour justement mettre en évidence le fait que le droit international n'est évidemment pas respecté ou bafoué. Alors, pas pour les mêmes raisons que selon que c'est ce que j'allais vous dire. LFI ou le Rassemblement national. De Jean-Luc Mélenchon, il y a soutien, il y a toujours été le cas, évidemment, pour Maduro, comme surtout Chavez, son prédécesseur, grande admiration et grande proximité. Ce n'est pas le cas du Rassemblement national, évidemment, mais qui, lui, effectivement, bien a priori que plus proche de Donald Trump, souligne bien qu'effectivement, il y a la souveraineté des États et que le droit international n'est pas évidemment respecté. Donc c'est ce décalage qui crée aujourd'hui, effectivement, petite polémique et interrogation sur l'attitude d'un président de la République qui, avant de réagir, a pris soin d'avoir Donald Trump au téléphone, de contacter Milei en Argentine, qui n'est pas le meilleur ami de Donald Trump, et en revanche Javier Milei, le président argentin, qui lui est l'ami de Donald Trump. Et au milieu de ça, il fait la synthèse, si je puis dire, ou de mauvais esprit dirait, il fait encore du en même temps, et il publie son texte. Brigitte Hadès, est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, est-ce que c'est d'ailleurs réellement son objectif, c'est de ménager le plus possible Donald Trump pour garder la main sur le dossier ukrainien et tendre la main aux Américains? C'est un peu habile de sa part quand même, parce que à quoi ça aurait servi qu'il le condamne, alors que quand même on avait affaire à un vrai dictateur, un sanguinaire, ce Maduro. C'est quand même il peut faire les deux. Épouvantable. Ce que fait le Quai d'Orsay, ce que fait d'ailleurs d'autres partis politiques. Vous avez raison, on peut le faire les deux, mais étant donné que lui, on a quand même besoin de Trump pour l'Ukraine, et que le froissé était totalement contre-productif et inutile. Moi, je suis plutôt pour la réelle politique dans ces conditions, étant donné les enjeux qu'on a en ce moment en Ukraine. On a vraiment besoin de soutien américain encore quelques années. Alors évidemment, on leur achète les armes. Alors, donc ils sont encore tout à fait prêts à nous les vendre pour les donner à l'Ukraine. Mais quand même, on a quand même besoin des Américains. Donc moi, je ne suis pas totalement choquée. C'est quand même un peu amusé de voir même les socialistes ne sont pas tellement condamnés. Hein. C'est plutôt les extrêmes qui ont condamné. Quand même, hein, si, le Parti socialiste. Le Parti socialiste aussi a condamné Vincent Crouzet. Est-ce que c'est la bonne attitude à adopter face à Donald Trump, dont on sait qu'il ne respecte finalement que ceux qui. Ceux qui ne sont pas en responsabilité ont bien condamné. Oui, voilà.
C'est plus facile de condamner selon. Il y a un communiqué du Quai d'Orsay en même temps, c'est ça qui oui, mais c'est pas interpelle. C'est pas le ministre des Affaires étrangères qui va se taper Trump à la Maison Blanche. C'est pas lui qui prend les petites blagues et c'est pas lui qui participe dans ces réunions pour essayer de sauver les soldats Zelensky. Alors, par exemple, prenons le cas de Giorgia Meloni, la chef de gouvernement italien, qui, elle, n'a pas tremblé en disant violation du droit international. Elle est ravie. Non, effectivement. Elle a plébiscité. Pour cela, il faut gagner des points. Économiquement, elle est devenue un superstar en 3 ans. Que ce soit justifié ou pas, ce n'est pas le cas. Elle était habile. Elle a des munitions à dépenser. La France n'a plus de crédit. On ne peut plus rien dépenser. Voilà. Donc il faut faire la langue de bois. Ah ouais. Vous alliez dire, Isabelle, Trump qui ne respecte que le rapport de force. Non, il ne respecte rien, ni le rapport de force, ni la valerie, ni les gens qui lui lèchent les bottes, de toute manière. Donc il ne respecte absolument rien. Il ne respecte que lui-même, que son nombril. Et encore plus, quelle que soit la position que l'on prenne de toute manière. Après, c'est vrai que le président de la République a su créer une relation spontanée, directe, chaleureuse avec Trump. On l'a vu notamment au moment de la réouverture de Notre-Dame, de la cérémonie, où il y avait quand même une proximité entre le chef d'État Emmanuel Macron et le chef d'État, enfin, le président élu, puisqu'il n'était encore que président élu, donc Donald Trump. Mais et il veut préserver certainement ce lien et ne pas se couper de Trump. Néanmoins, je pense qu'il arrivera à un moment donné où, lorsque les bornes seront totalement franchies, il faudra qu'un chef d'État digne de ce nom puisse clairement mettre en place une ligne jaune. Est-ce qu'elles ne sont pas toutes franchies encore, les bornes, là, selon vous ? Si, pour moi, elles sont franchies, mais malheureusement, personne n'a l'estomac de lui dire non. Les seuls à avoir l'estomac, c'est 65 000 Groenlandais, avec leur courage, qui ont dit non à Trump et à J.D. Vance. Et c'est remarquable. Et il faudrait vraiment que ça fasse jurisprudence et suivre leur exemple. François-Xavier Freland, une réaction peut-être au fait que Emmanuel Macron, le président de la République, n'y a à aucun moment évoqué la question du droit international, qui est un droit fondamental pour nos démocraties, pour la France. Bon, je crois qu'il est plutôt habile sur cette question, parce qu'en fait, il n'a pas trop le choix, vous l'avez dit sur le plateau. Il faut quand même rappeler qu'il a été remis dans le jeu des négociations sur l'Ukraine par Vladimir Poutine, qui l'a appelé, qui voulait à nouveau discuter. Donc Macron, soudain, se retrouve avec peut-être des clés, lui aussi, pour une paix durable en Ukraine, et évidemment ne voudrait pas gêner aux entournures Donald Trump ou le vexer par des propos un petit peu maladroits. Et c'est vrai que c'est de la réelle politique, c'est de la diplomatie. Macron fait de la diplomatie. Pour une fois, je trouve qu'il l'a fait plutôt pas mal. Parce que s'il avait été trop petit de l'intervention américaine, on lui aurait reproché quand même d'avoir abandonné le peuple vénézuélien, ces pauvres gens qui souffrent, etc. Donc finalement, il n'avait pas trop le choix. Après, on a l'impression qu'il y a une espèce de dissidence au sein du Quai d'Orsay. D'ailleurs, j'ai l'impression que la diplomatie française, il y a quelques couacs. On entend des voix discordantes ici ou là, et c'est ce qui ressort un petit peu de tout ça. On a l'impression que M. Barrot était allé un peu trop vite dans ses déclarations, qu'il est revenu un petit peu aujourd'hui sur ce qu'il a dit hier, mais c'est le chef, c'est Emmanuel Macron. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer plutôt que chacun se soit réparti les rôles et qu'effectivement Emmanuel Macron, devant négocier avec Donald Trump, laisse la partie internationale, droit international, au Quai d'Orsay. Mais, pardon, mais on ne peut pas imaginer une seconde que Jean-Noël Barrot, qui ne lève pas un sourcil sans avoir le feu vert de l'Élysée, ait pu publier ce communiqué assez rapidement hier, sans évidemment avoir l'accord d'Emmanuel Macron. Donc on peut juger ça habile ou contestable, mais c'est vrai qu'il y a eu la position du Quai d'Orsay qui exprime au fond la position de la France, qui est quand même aussi membre du Conseil de sécurité de l'ONU, enfin bon, et qu'il doit, l'international, ça existe pour aussi la France, et puis le président de la République qui se donne un temps de réflexion, qui c'est vrai ne veut pas froisser Donald Trump, et qui, après avoir consulté, a cette publication, cette position plus tardive. Mais alors franchement, la dissidence du Quai d'Orsay avec Jean-Noël Barrot... Là, Arlette Chabot n'y croit absolument pas. C'est pas possible, là. C'est totalement invraisemblable et impossible. Donc je pense qu'il y a une répartition, effectivement, des rôles, et que chacun peut interpréter, voire contester la position du président de la République, parce qu'on dit qu'elle est habile. Certains contestent que cette position
qui a l'air d'être une faiblesse, concession à l'égard de Donald Trump, au contraire, évidemment, met encore plus en difficulté la France et d'autres États européens en face de Donald Trump. Parce que ça peut être vu aussi comme une forme de soumission. De soumission. Est-ce que le mot de soumission n'est pas trop fort ? Il vient d'être prononcé. Après, j'imagine que les concernés vont dire pas du tout, mais effectivement, il y a un rapport de force. C'est sûr et certain que si c'était Israël, par exemple, les présidents nous auraient fait un cours de droit international. C'est sûr et certain. Donc on est dans un rapport de force, et les propos du président et ses partages des rôles avec les Quai d'Orsay, ça exprime une certaine faiblesse dans ces rapports de force, évidemment. Mais il faut voir que finalement nous assistons à un changement de ton, enfin de tonalité par rapport aux élections américaines où il avait prôné l'isolationnisme, et nous sommes dans le nationalisme en plein. Et qu'est-ce que c'est qu'un nationalisme à la Trump, et surtout un nationalisme en général? C'est finalement de considérer que tout ce qui n'est pas, d'abord America First, c'est vraiment nationaliste, mais aussi les autres sont des vassaux. Nous sommes tous des vassaux, c'est comme ça qu'ils nous considèrent. Donc que tout d'un coup Macron dise ou ne dise pas, ça ne changera rien à la façon dont Trump va agir. Simplement, effectivement, moi je trouve je pense qu'on a vraiment besoin de les États-Unis. Peut-être que ça ne changera rien, mais peut-être qu'en tout cas, on prend un risque moindre en ne donnant pas... En plus de ça, si on avait défendu un défenseur des droits de l'homme, mais Maduro était vraiment un drôle de personnage. Moi, je l'ai vu haranguer les foules pendant des heures. C'était comme Castro, c'était des discours fleuves. La télévision au Venezuela, moi j'étais au Venezuela, on l'entendait, il ne faisait... Ou c'était ça, ou on avait Chavez. C'était vraiment... Mais c'était incroyable, on a l'impression d'être en Union soviétique. Vassal, c'est pas en position de faiblesse. Il y avait des rois d'Angleterre qui étaient des vassaux des rois de France. Voilà. Ce n'est pas être laquais, qui est autre chose. C'est ça, c'est plutôt vassal. C'est pas très flatteur quand même. C'est une vassalisation. Je sais pas, ça ne veut rien dire. En Moyen-Âge, ça ne voulait pas dire grand-chose. Il y avait des suzerains, il y avait des vassaux, les uns étaient des vassaux des autres. Je pense qu'on n'est pas au Moyen-Âge, donc... Non, mais c'est-à-dire, on utilise... Je pense, donc, on peut être vassaux sans être laquais, et c'est tout à fait... Il y a 2 ou 3 grandes puissances, et les autres ne le sont pas. C'est quand même... Alors là, l'Union européenne, à ce moment-là, est totalement dégradée. Est-ce qu'être plus faible, c'est totalement dégradé ? Alors en tout cas, l'Union européenne, c'est pas l'Union européenne, c'est la France. Alors oublions la France quelque part, parce que finalement, on compte pas énormément. On devrait parler de l'Union européenne, en tout cas. Parce que... Si on compte, Brigitte, on est une puissance dotée. Oui, on est une puissance dotée. Il y a 340 millions de personnes qui parlent le français dans le monde, je crois, si ce n'est beaucoup plus. Non, je crois qu'on est capable de compter, on est capable de faire entendre notre voix. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les discours déclinistes ou qui déclassent le pays, parce que je crois qu'au contraire, nous avons un rôle moteur au sein de l'Union européenne. Nous sommes moteurs dans le leadership ou dans le co-leadership de la coalition des volontaires. Avec cette réunion qui est tout à l'heure Arlette, encore une fois. Et nous sommes moteurs. On est ruinés, point à la ligne. Non, et nous sommes moteurs aussi. Et je pense que nous avons une position équidistante dans le reste du monde, et y compris sur le Proche et le Moyen-Orient, qui est extrêmement intéressante et qui n'a pas varié depuis finalement près de 60 ou 70 ans, et qui, à mon avis, grandit justement le rôle de la France dans le monde. Alors, une autre réaction que je vais vous soumettre, celle de Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. La réaction d'Emmanuel Macron, aveugle, inconsciente des réalités, irresponsable en ce qui concerne l'avenir de notre pays. Il ajoute quand même que le président français a préféré, alors selon son analyse, ne pas surréagir puisqu'il a craint à un moment donné d'irriter Donald Trump par rapport à la décision américaine d'intervenir à Caracas, parce qu'il a le sentiment de devoir mener un combat qui pour lui est plus important, qui est le combat de l'Ukraine, et donc il a choisi en quelque sorte sa cible. Arlette. C'est la position et le débat, on reprend le débat qu'on avait à l'instant, c'est-à-dire... soumission à Donald Trump, c'est la position de Dominique de Villepin qui rappelle évidemment la position de la France en 2003 et l'intervention en Irak et le nom de la France qui, selon effectivement la logique de l'époque et d'un Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, dire non aux États-Unis ont plutôt
on va dire quoi, valoriser la France, montrer en tout cas que son indépendance, donner une voix forte qui était entendue, surtout qu'au bout du compte, finalement, la France avait raison sur les raisons totales qui la conduisaient à ne pas évidemment soutenir l'intervention américaine en Irak. Donc sa position est exactement l'inverse, c'est de dire, et il faut que l'Europe en général sache tenir tête aux États-Unis si elle veut exister, sinon elle n'existera plus. Donc je pense que c'est un débat qu'on connaît très bien. Et là, ça permet effectivement à Dominique de Villepin de revenir à ce qui fut un moment quand même important pour la France. Assez glorieux, oui. Quand la France dit non, elle existe plus que quand elle dit bof, oui mais... Vincent Crouzet, peut-être sur la suite pour Emmanuel Macron, parce qu'il va évidemment regarder très attentivement ce qui se passe au Venezuela, si cette opération finit par donner tort aussi à Donald Trump. Il ne faut pas oublier non plus que nous avons des intérêts dans la zone et à quelques centaines de kilomètres tout de même du Venezuela. Avec une région d'outre-mer qui est la Guyane, qui peut être impactée d'ailleurs par des réfugiés vénézuéliens. Nous faisons partie de cet ensemble. Oui. Cet ensemble latino-américain, donc du nord du continent de l'Amérique latine, enfin du sous-continent, et donc nous faisons bien d'être assez vigilants sur la question. Maintenant, c'est vrai que c'est loin le Venezuela, nous avons peu d'intérêt, nous n'avons pas de compagnie pétrolière, Total est absent du Venezuela, nous n'avons pas d'intérêt économique dans le pays. En revanche, ça peut être une zone de friction de politique intérieure avec la position de la France insoumise sur la question, qui a besoin en permanence de faire de l'agitation. Donc on a vu hier la manifestation à la place de la République. Alors ce qui est amusant, c'est que si la situation où en France 90% des Français vivaient sous le seuil de pauvreté, effectivement ça provoquerait une situation insurrectionnelle en France menée par la France insoumise. En revanche, ces gens-là ne sont absolument pas scandalisés que ça se passe au Venezuela, que 90% des Vénézuéliens vivent avec moins de $1000 par an. Une petite remarque, parce que Vincent faisait allusion tout à l'heure, effectivement, au Groenland. La question qui est posée derrière sur une espèce de faiblesse, une sorte de faiblesse ou soumission de l'Europe à Donald Trump, pose la question de quelle serait la réaction de cette Europe si effectivement Donald Trump faisait du Groenland le territoire qu'il veut conquérir et une cible. Si nous sommes déjà faibles aujourd'hui, comment empêcher Donald Trump s'il a effectivement envie de passer à l'action au Groenland? Puisque plus personne qui est posée. Plus personne ne lui dit non, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.